Bonjour à tous, c'est Wassim Bendela et bienvenue à vous dans Afterlife Labs. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on vient de dépasser les 100 000 cas d'infection au coronavirus et l'urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée par l'OMS. Alors que le virus commence à se propager de plus en plus vite, beaucoup de pays développés n'ont pas suffisamment de place dans leurs hôpitaux pour accueillir un flux constant de malades. Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo sont incertains, des concerts et des rassemblements sont annulés tous les jours partout dans le monde, et plusieurs gouvernements font face à un casse-tête inextricable pour organiser leurs élections municipales ou présidentielles. Les ventes de produits sanitaires explosent, les gens ont peur d'aller s'entraîner dans leur salle de sport, et les avions sont en train de brûler des quantités astronomiques de kérosène alors que la plupart de leurs sièges sont vides. Néanmoins, face à ce portrait inquiétant, il y a de bonnes nouvelles aussi. Plus de la moitié des personnes ayant contracté le coronavirus sont maintenant rétablies. La communauté scientifique travaille à une vitesse vertigineuse pour découvrir comment détecter, traiter et contrôler de nouveaux virus de manière efficace. Des médicaments sont déjà en lice pour confirmer leur efficacité contre le Covid-19. De grands médias sous paywall ont fait appel à leur devoir de responsabilité et ont rendu disponibles gratuitement leurs articles sur le coronavirus. Et enfin, le monde a pris conscience de sa dépendance à la Chine et on commence à entendre de plus en plus de voix en faveur de la re-régionalisation des productions stratégiques, comme celle des médicaments. Dans l'épisode précédent d'Afterlife Labs, on s'est penché sur la propagation du coronavirus et son impact sur l'économie mondiale. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de commencer par cette vidéo-là avant d'entamer celle-ci. Le lien est dans la description. Le but du présent épisode est de répondre aux deux questions suivantes. Que va changer le coronavirus dans nos habitudes et quelle tendance va-t-il faire naître ou renforcer ? Mais d'abord, pourquoi le coronavirus aurait des changements durables ? Eh bien, je pense qu'un événement de maladie infectieuse touchant absolument tous les recoins de la planète comme le Covid-19 peut être tout aussi transformateur qu'une dépression économique. Pourquoi ? Car les impacts des grandes pandémies peuvent être ressentis bien au-delà du bilan malheureux des morts. La peste noire, qui a tué un tiers de la population européenne au XIVe siècle, a entraîné une grave pénurie de main-d'œuvre. Résultat, les salaires ont augmenté, et cette augmentation a contribué à éroder le féodalisme et à encourager l'innovation dans des technologies nécessitant moins de main-d'œuvre pour opérer. Plus récemment, l'épidémie de SRAS de 2003 a aidé à relancer le secteur naissant du e-commerce en Chine, et on sait tous ce que ce secteur est devenu et ce qu'il représente aujourd'hui pour le monde. Alors je pense que la durabilité des changements amenés par le coronavirus va dépendre de l'étendue de la propagation du virus et de sa gravité ultime, qui ne peuvent pas être connus pour le moment. Mais plus l'épidémie dure longtemps, plus il est probable que nos réponses d'adaptation restent avec nous et subsistent au-delà de l'épidémie. J'aimerais alors aborder 3 tendances majeures qui vont dans ce sens. La première tendance, et que je trouve capitale, c'est la tendance du remote. Il n'a jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité de faire autant de choses sans se déplacer. On peut faire des réunions sur Skype sans nous rencontrer physiquement, faire nos courses sans aller au marché, regarder un film sans mettre les pieds dans un cinéma. En fait, on était déjà plus ou moins prêt à une vie en pseudo-quarantaine. Le coronavirus exacerbe seulement cette tendance et l'accélère, car dans certains cas, travailler à domicile n'est plus un privilège, mais une nécessité. Dans les faits, les entreprises de la tech ont pris le leadership sur ce sujet. Microsoft, Google, Facebook ou Twitter ont tous encouragé leurs employés à faire du télétravail et ont annoncé qu'ils continueraient à payer leurs employés exactement de la même manière. Les managers vont alors rapidement se rendre compte que les réunions en face à face sont moins vitales qu'on le suppose. La vidéoconférence et le travail à distance ont déjà explosé avec la propagation du virus. Selon Kentik, qui est un fournisseur mondial d'analyse de réseau, le trafic de la vidéoconférence en Amérique du Nord et en Asie a déjà doublé depuis le début de l'épidémie. Un autre exemple frappant dont on a déjà parlé, c'est Zoom. L'entreprise de vidéoconférence a ajouté 2 millions d'utilisateurs mensuels actifs lors des 2 premiers mois de 2020, soit autant que durant toute l'année 2019. Mais au-delà du travail, le remote convertit d'autres verticales aussi. On voit par exemple avec Peloton, qui vous permet de streamer des cours de sport depuis chez vous. La culture de diffusion en flux continu est déjà établie. Il y a de grandes chances de voir émerger d'autres cas d'usage similaires, ludiques. Il y a pas mal d'exemples en Chine aussi. Meituan a introduit la livraison de nourriture sans contact, où vos plats à emporter sont laissés dans une zone désignée. KFC et Pizza Hut offrent le même service. Un autre exemple, c'est le plus grand site de petites annonces en Chine, 58.com, et la plateforme immobilière en UK, qui ont offert des services de réalité virtuelle et de streaming en direct à durée limitée.
pour permettre aux acheteurs immobiliers de sélectionner une maison sans jamais se rendre sur les lieux pour la visiter physiquement. Mais si certaines personnes ont le luxe de pouvoir commander leur repas sans avoir à se rendre dans un restaurant, c'est que d'autres personnes doivent assurer ce service. Des millions de travailleurs précaires ne peuvent prétendre au luxe de la quarantaine et du remote, car leur survie financière en dépend directement. Et puisque ces personnes sont souvent des freelances, moins de demandes signifie un effondrement brutal de leurs revenus. Et la crise du coronavirus risque donc d'exacerber l'inégalité entre les classes face à la protection contre le virus. La responsabilité à qui ? La deuxième tendance dont je veux parler, c'est la collaboration scientifique internationale qui se renforce. Pendant l'épidémie de SRAS, il a fallu environ 5 mois aux scientifiques pour séquencer le virus. Ça a été fait par les Américains et les Canadiens. Cette fois, il a fallu 1 mois aux scientifiques chinois pour séquencer le SARS-CoV-2. Et les données préliminaires du génome ont été mises en ligne dans la foulée par ces chercheurs chinois. Le coût du séquençage génomique a connu une chute vertigineuse ces dernières années et diminue même plus rapidement que la loi de Moore. Par ailleurs, l'open data a pris une place très importante dans cette épidémie. Ce sont les données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux utilisateurs. Donc n'importe qui peut venir les utiliser. Cette pratique peut apporter une clarté vraiment très précieuse de ce qui se passe et accroître la confiance d'une population aux prises avec une pandémie. Singapour en est un exemple exceptionnel, comme le montrent les visualisations que je vous affiche à l'écran. On peut savoir exactement quels profils ont été contaminés, comment ont-ils été contaminés, qui ont-ils contaminé à leur tour, et on peut alors suivre la propagation de l'épidémie au jour le jour entre les cas importés et le développement de foyers locaux avec une très grande précision. Il y a d'autres exemples dans la même veine dans le passé. Les pays européens ont lancé InfluenzaNet en 2003 pour suivre les symptômes de la grippe signalés par les individus, et les États-Unis ont lancé Flu Near You en 2011. Pour le coronavirus, on commence à voir fleurir des dashboards de suivi des cas dont certains deviennent des références, comme celui de Johns Hopkins. L'accès à l'information joue vraiment un rôle primordial dans le combat contre le virus. Partant de là, un groupe d'archivistes en ligne a créé un répertoire en accès libre de plus de 5000 études scientifiques sur le coronavirus, auxquelles tout le monde peut accéder gratuitement. Selon eux, c'est illégal, mais c'est aussi un impératif moral. Et le contraste est saisissant avec les années précédentes, car un grand nombre de recherches critiques sur Ebola étaient inaccessibles pendant l'épidémie. Et même aujourd'hui, le téléchargement d'un seul document peut coûter jusqu'à 50 €, qui est un prix extrêmement élevé pour un travailleur de santé au Zaïre par exemple. Il y a également pas mal de grands éditeurs scientifiques, dont Elsevier, Wiley et Springer Nature, qui ont fait tomber leur paywall pour les études récentes sur le nouveau coronavirus. La recherche scientifique devient donc plus efficace grâce à 1. La collaboration internationale, 2. Un meilleur accès à l'information, 3. L'open source, et 4. Les avancées des technologies génomiques récentes. Et enfin, la troisième et dernière tendance dont je voudrais parler, c'est ce que j'appelle Chine plus N, ou la tendance du reshoring. Je m'explique. Après le tourisme, les entreprises qui ont le plus souffert du Covid-19 sont celles dont les chaînes d'approvisionnement dépendent fortement de la Chine. En conséquence, le coronavirus a déjà insisté à un réexamen de la dépendance centrale du monde à l'égard de la Chine comme usine du monde. C'est un super nœud certes ultra efficace, mais c'est également un gros point de défaillance. Si l'épidémie s'aggrave, on verra certainement un découplage accéléré de la fabrication hors de Chine. Des changements qui pourraient avoir été retardés jusqu'à la prochaine récession se produiront finalement dans les mois qui viennent. En fait, la tendance du reshoring avait déjà commencé à se développer. Les entreprises rapprochaient le secteur de la fabrication de leur domicile. Initialement, ce modèle a émergé parce que la hausse du niveau de vie en Chine a commencé à réduire l'avantage du coût de la fabrication à l'étranger. Vous ajoutez à cela que les usines deviennent de plus en plus robotisées et automatisées, donc nécessitant moins de main-d'œuvre humaine, et il devient beaucoup moins rentable que prévu de délocaliser offshore. Donc je pense qu'on est arrivé à un point clé, à un point d'inflexion, et je crois que le coronavirus va accélérer le découplage des écosystèmes économiques américains et chinois en augmentant la régionalisation et la localisation de la production. Alors comme l'explique Mike Pyle de BlackRock, cela peut entraîner des chaînes d'approvisionnement moins efficaces, mais elles seront en contrepartie beaucoup plus résistantes. Alors il y a beaucoup d'autres tendances à mettre en lumière, comme l'exacerbation des divergences politiques. L'extrême droite européenne profite de l'épidémie pour appeler au resserrement des frontières, ou la Chine qui tente de faire tourner son succès apparent à contenir le virus en triomphe de son système autocratique. Mais je voulais surtout me concentrer sur les 3 tendances abordées ici. L'année 2020 a moins de 3 mois, mais nous avons déjà toutes les raisons de croire que le Covid-19 sera l'un des événements les plus importants de la décennie. Le coronavirus pose énormément de questions passionnantes,
À quelle vitesse les entreprises réviseront-elles leur chaîne d'approvisionnement transnationale et complexe? Cela accélérera-t-il la tendance de la relocalisation? Comment s'adaptera notre manière de travailler, de communiquer, d'apprendre? Les systèmes autoritaires seront-ils plus puissants ou moins puissants après avoir fait face à cette épidémie? Personnellement, je continuerai à suivre de très près l'évolution du virus, ainsi que les différentes réponses apportées par les gouvernements. Je suivrai également attentivement son impact sur les marchés financiers, ainsi que sur le marché des crypto-monnaies. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, partagez la vidéo autour de vous, et je vous dis à tous à très bientôt sur Afterlife Labs.